Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. La Turquie stoppe le déploiement de ses troupes dans le nord de l'Irak, mais ne les retire pas. Le ministre indien des Affaires étrangères est à Islamabad pour rencontrer des officiels pakistanais. Des avions espions américains seront déployés pour la première fois à Singapour. L'accord sur le changement climatique discuté par près de 200 pays à la COP21 doit être présenté vendredi à Paris. Les habitants d'un village chinois tentent de récupérer une statue volée détenue par un collectionneur néerlandais. Et à la une de l'actualité, la Turquie a arrêté le déploiement de ses troupes dans le nord de l'Irak, mais le pays n'a pas retiré ses soldats du terrain. Reportage. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu déclare s'être entretenu avec son homologue irakien et a réitéré le respect d'Ankara pour l'intégrité du territoire irakien. Bagdad a demandé le retrait des soldats installés près de Mossoul, ville sous l'emprise de l'organisation État islamique. Selon Ankara, le déploiement fait partie d'une mission existante de formation et d'équipement des forces irakiennes kurdes. Mais Bagdad déclare n'avoir jamais invité les forces armées turques et traduira l'affaire devant les Nations Unies. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu souhaite se rendre à Bagdad le plus tôt possible pour calmer le conflit. J'ai envoyé une lettre au Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi. On espère que le ministre irakien de la Défense se rendra bientôt en Turquie et que je visiterai Bagdad le plus tôt possible pour une réunion de consultation de haut niveau. Nous continuerons à travailler pour stimuler les relations bilatérales et de coopération. J'aimerais dire au peuple irakien, nous soutiendrons toujours votre combat contre le terrorisme. Tous les Irakiens sont nos frères. Le Premier ministre irakien Hader al-Abadi a alerté la Turquie que le temps manquait pour retirer les troupes. Il a visité le quartier général des forces de l'air du pays, demandant aux soldats de se préparer et de se tenir prêts pour défendre l'Irak et sa souveraineté. Pendant ce temps, M. Abadi s'est joint aux côtés de la Russie et de l'Iran sur l'affaire de contrebande de pétrole de l'organisation État islamique à la Turquie, déclarant qu'une grande majorité de la production de pétrole du territoire de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie est passée en contrebande en Turquie. Le ministre indien des Affaires étrangères Sushma Swaraj est arrivé dans la capitale pakistanaise Islamabad. Swaraj rencontrera à la conférence sur l'Afghanistan le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif et les hauts officiels pakistanais des Affaires étrangères. C'est le premier déplacement dans le pays dans 3 ans de l'Inde au niveau ministériel. La visite intervient après que le Premier ministre indien Narendra Modi et son homologue pakistanais Sharif ont repris des contacts de haut niveau aux discussions sur le changement climatique de Paris la semaine dernière. Les partis de l'opposition indienne se posent des questions sur l'approche tout ou rien de la relation du pays avec son voisin et depuis sa prise de fonction en 2014, Narendra Modi a autorisé les forces de sécurité à utiliser toutes les mesures nécessaires dans la région frontalière disputée avec le Pakistan. Et autre grand titre de l'actualité, les États-Unis vont déployer pour la première fois à Singapour des avions espions P-8 Poséidon. Plus de détails. Lundi, dans un communiqué commun à l'issue d'une réunion à Washington, le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, et le ministre singapourien de la Défense, N. Aung En, ont salué le déploiement de l'avion à Singapour entre les 7 et 14 décembre prochains. Un responsable américain a indiqué que des déploiements ultérieurs étaient probables. Les États-Unis utilisent déjà des avions espions dans des pays tels que le Japon et les Philippines et procèdent à des vols de surveillance à partir de la Malaisie. La Chine a déclaré que cette décision allait conduire à la militarisation de la région et ajouté que ce déploiement ne servait pas les intérêts de long terme des pays.
Je pense que ce type d'augmentation du déploiement militaire des États-Unis et l'impulsion vers la militarisation régionale ne correspondent pas aux intérêts communs de long terme des pays de la région. Nous espérons également que les parties prenantes prendront plus de mesures qui soient réellement bénéfiques au renforcement de la confiance mutuelle entre les pays de la région, des mesures qui bénéficieront à la protection de la paix et du développement de la région. Et passons à Paris maintenant, où les représentants de près de 200 pays s'activent dans les dernières négociations, des négociations qui permettront d'aboutir à un accord afin de limiter le réchauffement global. L'accord final devra être présenté vendredi prochain. Les négociations doivent permettre aux pays riches et pauvres de s'étendre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Il apparaît déjà évident que les efforts consentis par les pays à l'issue de la conférence sur les changements climatiques de Paris ne seront pas assez suffisants pour éviter l'augmentation de la température globale à 2 degrés Celsius. Cependant, les pays en voie de développement recevront plus de fonds pour délaisser progressivement les énergies fossiles et des fonds spéciaux seront également alloués aux pays les plus vulnérables, aux inondations meurtrières, aux sécheresses, aux tempêtes et à la montée des niveaux des eaux, conséquences directes apportées par le changement climatique. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité chinoise. Tout d'abord, les exportations chinoises ont chuté de 1,8% pendant les 3 premiers trimestres de cette année, mais certaines régions du pays font mieux que d'autres. Reportage dans une entreprise de Guangzhou qui connaît une hausse continue de ses exportations. C'est une usine qui produit des machines fabriquant des bouteilles en plastique de type boisson. Ces machines sont vendues dans le monde entier. Créée en 2002, l'entreprise est devenue la plus importante de Chine et la deuxième plus grande dans le monde, avec des clients sur presque tous les continents. Les ventes ont atteint 15 millions de dollars américains cette année et les exportations de l'entreprise se sont accrues de 30%. Nous sommes une entreprise high-tech et c'est ça le cœur de notre compétitivité. Chaque année, nous réinvestissons 10% du produit de nos ventes dans la recherche et le développement afin de réduire l'écart qui existe entre nos machines et les produits les plus haut de gamme de la planète. Des entreprises comme celle-ci contribuent à la hausse des exportations dans la province du Guangdong. Pour l'entreprise, être high-tech, ce n'est pas vraiment suffisant. Le service après-vente est tout aussi important. Nous envoyons nos ingénieurs à l'étranger pour installer nos machines et pour apprendre à nos clients comment les utiliser ou les réparer. Les erreurs informatiques peuvent nous être transmises par la machine pour trouver des solutions en ligne. Il suffit de la brancher à Internet. L'entreprise prévoit une croissance d'au moins 20% l'an prochain et elle a déjà reçu des commandes en provenance d'Arabie Saoudite, de Turquie et d'Australie. Le Conseil des affaires d'État chinois a déclaré que le pays mettrait un terme à la pauvreté d'ici 2020. Les instructions destinées à réduire la pauvreté, publiées lundi par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État, indiquent que le gouvernement chinois prendra des mesures plus ciblées, précises et extraordinaires visant à aller de l'avant. Le président Xi Jinping a déclaré que la bataille de la Chine contre la pauvreté en était à ses étapes finales. Le président Xi a indiqué lors d'une conférence d'importance sur la question en novembre que personne sur les 70 millions de personnes pauvres en Chine ne serait laissé pour compte d'ici 2020. Les experts déclarent que selon les nouvelles instructions, la résolution du gouvernement est des plus fermes. Les mesures ordinaires ne vont pas changer les choses. Il y a toujours des gens dans une grande pauvreté dans les régions rurales. C'est pour cela que nous disons que des mesures extraordinaires devraient être prises. Et le document annonce des cibles spécifiques. Le gouvernement chinois garantit que les personnes pauvres dans les zones rurales auront accès à la nourriture, aux vêtements, à l'éducation de base, aux soins médicaux et à un habitat en sécurité. Le revenu disponible par habitant en zone rurale devrait enregistrer une croissance plus rapide que la moyenne nationale et les services publics de base devraient quasiment être en accord avec les critères moyens nationaux. Le plan est très spécifique. Il place ces 70 millions de personnes pauvres dans 4 catégories. 30 millions d'entre elles seront aidées par le biais de la création d'emplois en secteur industriel. 10 millions le seront par des postes à pourvoir dans des villes. 10 autres millions seront aidés par des migrations. Et les 20 millions restantes seront aidés par la sécurité sociale.
Le document précise également que les régions pauvres devraient bénéficier de fonds gouvernementaux pour la protection environnementale, le support éducatif et l'assistance médicale. La construction d'infrastructures devrait également s'en trouver renforcée. Outre la construction de voies ferrées, de routes, d'installations d'eau et de projets énergétiques, l'accès à Internet et les services logistiques seront améliorés en vue de favoriser le développement du commerce électronique. L'augmentation du taux de couverture forestière est un enjeu mondial. Dans le canton chinois de Fangning, les principaux contributeurs à cet effort sont des villageois qui se chargent de planter et d'entretenir des arbres. La mise en place du marché de dioxyde de carbone vient récompenser leurs efforts. Les villageois de Daohe ont désormais une motivation financière à l'extension de leur zone forestière. Chaque tonne de dioxyde de carbone absorbée par leur forêt leur fait réaliser des gains issus de la bourse de l'environnement de Beijing. La dernière transaction en date leur a ainsi rapporté 2,5 millions de yuan, soit près de 400 000 $. Nous vendons du dioxyde de carbone, cela va au-delà de nos rêves les plus fous. Chaque mètre cube de forêt est capable d'absorber 1,8 tonnes de dioxyde de carbone et la ferme forestière peut vendre ce quota tous les 5 ans pendant 20 ans. Ici, les températures sont trop basses et ne conviennent pas particulièrement à la croissance des arbres. Travailler à les faire grandir afin de générer un revenu régulier est une solution idéale. Le prix est fixé par un mécanisme de marché et varie donc chaque année. Pour la ferme forestière de Tiansongba, il est d'environ 40 yuan par tonne. La taille des arbres est également mesurée et prise en compte. Plus les arbres sont grands et plus ils absorbent de dioxyde de carbone. Les revenus pourraient donc être supérieurs si nous les vendons plus tard. Yu envisage d'allouer de plus en plus de terres aux fermes forestières, et ce d'autant plus depuis que la transformation d'un terrain en forêt est devenue une activité profitable. Une statue de Bouddha, vieille d'un millier d'années, actuellement en possession d'un collectionneur néerlandais, proviendrait en réalité du temple d'un village d'où elle aurait été dérobée. Les villageois de Yangchun, un village situé dans la province chinoise du Fujian, exigent son retour, mais les négociations s'avèrent délicates. Selon l'avocat qui défend les villageois, le propriétaire néerlandais propose 3 conditions pour le retour de leur statue. En premier lieu, qu'elle soit remise à un grand musée plutôt qu'au temple où elle se trouvait à l'origine. En second lieu, qu'ils reçoivent l'aide du département chinois des reliques culturelles pour se rendre en Chine afin d'étudier les gravures sur pierre. Et troisièmement, qu'ils reçoivent une forme de compensation dont il n'a pas encore spécifié la nature. La statue est celle d'un Bouddha vivant nommé Jangon Zushe, un habitant local qui est devenu moine lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années et qui s'est fait une réputation pour ses talents de guérisseur et pour avoir propagé la doctrine bouddhiste. À sa mort, son corps a été momifié et placé à l'intérieur de la statue. Depuis lors, il a été vénéré dans le temple du village. Après 8 mois de contacts patients, indirects et difficiles avec le collectionneur néerlandais, les villageois de Yangchun ont loué les services d'avocats dans l'espoir de récupérer la statue qu'ils revendiquent comme leur. Pour le moment, ils ont toujours l'espoir de régler ce différend par la médiation plutôt que par l'action judiciaire. Pour ceux qui ont grandi sous des latitudes chaudes, l'hiver dans le nord peut s'avérer difficile à supporter malgré des vêtements de fourrure. Dans le nord de la Chine, 2 pandas géants passent ainsi leur premier hiver dans leur nouveau chez eux et tentent de s'acclimater aux rigueurs hivernales. Après avoir été déplacés en juillet de la chaude province du Sichuan, les pandas géants Meng Meng et Jia sont toujours en train d'essayer de s'accoutumer à leur nouveau domicile, la maison des pandas au parc des tigres sibériens, dans la province septentrionale chinoise du Jilin. Le mâle, âgé de 7 ans, et la femelle de 8 ans reçoivent un véritable traitement VIP. En plus des 40 kg de bambou affrétés par avion du Sichuan, de nombreux desserts leur sont fournis afin de s'assurer qu'ils soient suffisamment bien nourris. Et pour le moment, ils ont pris chacun 2 kilos. Habituellement, les pandas passent l'hiver au chaud, mais pour la première fois, la Chine les laisse au froid. Selon un expert, malgré le climat glacial, Jia et Meng Meng se portent bien. Leur état est normal et notamment leur poids et leurs habitudes alimentaires. Tout va bien. Jia et Meng Meng devraient séjourner dans la ville de Changchun encore 2 ans et demi. Les chercheurs espèrent une bonne nouvelle pour bientôt, des bébés pandas.
Lorsqu'ils seront totalement accoutumés aux conditions climatiques d'ici, un projet sera lancé pour les aider à avoir une progéniture. Cela revêtra très certainement une profonde signification, à la fois pour la recherche scientifique et pour la science génétique. Avec toutes les bonnes choses qui les attendent, Meng Meng et Jia Jia peuvent considérer l'hiver avec sérénité et se préparer à passer une joyeuse fin d'année. La Power Station of Art de Shanghai organise 3 expositions résultant d'une compétition. Son message est que les jeunes conservateurs peuvent avoir une large perspective internationale, mais doivent rester prudents pour ne pas se cantonner à un cercle d'artistes. Explication. Les juges du musée ont sélectionné 3 équipes victorieuses sur plus d'une centaine de propositions et de jeunes conservateurs ont transformé leurs propositions en de véritables expositions. Résultat, les visiteurs peuvent voir davantage d'installations artistiques dans lesquelles s'engager et moins de plateformes traditionnelles telles que les peintures et autres photographies. Quand nous choisissons les artistes, nous sélectionnons ceux qui ont fait de véritables choses dans la vie, comme le véhicule écrasé et le restaurant de pâtes dans notre exposition. Tout cela s'est vraiment produit, ce ne sont pas uniquement des œuvres abstraites d'artistes. Un conservateur déclare que dans le secteur de l'art, à l'heure actuelle, les conservateurs doivent s'éloigner de leur zone de confort lorsqu'il s'agit de choisir les artistes. Je pense que les jeunes conservateurs doivent briser leur propre cercle, cette zone de confort, de certitude. Beaucoup d'entre eux choisissent fréquemment les travaux de leurs proches amis, artistes, et les expositions se ressemblent à chaque fois. Mon partenaire et moi-même avons atteint un accord selon lequel nous n'ajouterons pas trop de choses personnelles dans l'exposition. Nous ne sommes que des transporteurs d'artistes pour aider et faire venir de bonnes œuvres d'art dans un espace adapté. Je pense que les jeunes conservateurs aiment travailler dans leur réseau, mais les conservateurs plus âgés se concentrent davantage sur les bonnes œuvres d'art. C'est là la grande différence entre eux. Selon moi, c'est lié à l'âge et l'expérience. Le directeur du musée déclare que la jeune génération de conservateurs a pour la plupart reçu une éducation à l'étranger et qu'ils ont une vision internationale élargie. La chose cruciale que les conservateurs ont besoin d'améliorer est de comment exécuter de façon pratique et de transformer leurs idées en une véritable exposition. Il est facile d'imaginer une exposition dans une galerie, mais lorsqu'il s'agit d'un musée, vous devez utiliser de façon appropriée l'espace. Il est sûr que vous allez rencontrer de nombreuses difficultés. Nous estimons que cette opportunité que le musée offre fournira une aide pour le développement à l'avenir. Je pense que dans l'industrie de l'art en Chine, la réputation et la popularité d'un artiste sont encore les éléments clés lorsque les conservateurs vont choisir des œuvres. Donc j'espère que davantage d'opportunités comme celle-ci se présenteront, car l'art a lui-même besoin de fraîcheur. Le directeur du musée indique également que la Chine a besoin d'organiser davantage de compétitions pour les jeunes conservateurs et pas que pour les jeunes artistes. Je pense que de trop nombreuses compétitions pour jeunes artistes vont entraîner une commercialisation trop précoce. Ce n'est pas une bonne chose pour l'industrie de l'art, car les jeunes artistes ont un long chemin à parcourir. Que peuvent-ils faire d'autre si leurs travaux ont été commercialisés et utilisés trop tôt dans leur phase de développement? C'est pourquoi nous avons choisi d'organiser une compétition pour les conservateurs, pour aider cette jeune génération. L'exposition dure jusqu'au 18 mars à la Power Station of Art de Shanghai, entrée gratuite. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans 2h30 pour la prochaine édition. Excellente suite de programmes.